Les humains ont toujours été de nature curieuse lorsqu'il s'agit du monde qui les entoure, ce qui les a amenés à croire à des choses très bizarres à une époque moins informée. Des choses comme les agneaux qui poussent sur les arbres, les animaux qui se génèrent spontanément et les choux de Bruxelles qui habitent des esprits maléfiques. Sans plus attendre, plongeons dans les choses les plus étranges auxquelles les gens croyaient. Des esprits maléfiques vivent dans les choux de Bruxelles. Redoutez-vous le rituel annuel qui consiste à faire face à une pile de choux de Bruxelles lors du repas de Noël? Dans le passé, les gens craignaient les choux de Bruxelles bien plus que vous, et pas seulement parce qu'ils n'en aimaient pas le goût. En effet, il fut un temps, dans l'Europe médiévale, où l'on pensait que de petits démons s'étaient installés entre les feuilles des choux de Bruxelles. Une fois à l'intérieur, ils attendaient qu'un humain peu méfiant dévore les légumes pour pénétrer dans son corps, le rendant très malade ou lui donnant au moins un méchant mal de ventre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens prennent la peine de faire une petite croix dans le fond de chaque chou de Bruxelles avant de le mettre dans la poêle? Apparemment, c'était le meilleur moyen de purger les légumes de leur mal inhérent. On pensait que ce symbole chrétien chassait le mauvais esprit des feuilles, les rendant ainsi propres à la consommation. Bien que la tradition se soit perpétuée jusqu'à aujourd'hui, de nombreux chefs ont déclaré que graver une croix dans vos choux de Bruxelles ne ferait que les détremper. Donc, à moins que vous ne croyiez vraiment qu'un démon est caché à l'intérieur, il est peut-être temps de vous départir de cette habitude. Mais d'où vient cette croyance farfelue? Elle remonte à l'opinion païenne, encore plus drôle, selon laquelle des paix étaient un signe de possession démoniaque. Et puisque les choux de Bruxelles avaient tendance à faire péter les gens, ils devaient bien sûr être maléfiques. Heureusement que les fées volards n'existaient pas à l'époque. Eh, psst, j'ai entendu dire qu'une fois que les mauvais esprits avaient été purgés de ces choux de Bruxelles, ils se déplaçaient directement vers les boutons j'aime et s'abonner. Qui l'eût cru? Heureusement, vous pouvez les écraser pour de bon avec vos doigts. De plus, vous recevrez chaque jour dans votre boîte d'abonnement une foule de contenus étonnants. C'est gagnant-gagnant. Certains bébés étaient des changelings. De nombreuses idées bizarres ont traversé l'esprit des gens du Moyen-Âge. En fait, de nombreux Britanniques du Moyen-Âge soupçonnaient que leurs bébés n'étaient même pas les leurs. Et je ne parle pas seulement de faire un test de paternité. Certains parents pensaient que leur enfant avait été enlevé par des fées et remplacé par un changeling, une créature à l'apparence humaine présente dans le folklore européen. Selon la légende, un enfant humain pouvait être volé par les fées par amour ou par malice, et dans certains cas, une fée âgée était même échangée pour que la vieille fée puisse vivre une vie de confort, choyée par ses nouveaux parents humains. Une fois qu'un enfant avait été échangé contre un changeling, il peut ne pas grandir et peut même posséder des caractéristiques physiques étranges comme des dents longues ou une barbe. Mais comment en être sûr? Un test consistait à mettre une chaussure dans un bol de soupe devant le bébé. Si le bébé riait, montrant ainsi qu'il avait compris la blague, il s'agissait d'une fée. De même, si vous prétendiez faire tremper une miche de pain dans une coquille d'œuf devant l'enfant et qu'il riait, il n'était pas humain. Parce que vous savez, les bébés ne rient jamais au hasard, n'est-ce pas? Les bébés suspects étaient alors maintenus au-dessus d'un feu pour chasser les fées ou étaient carrément abandonnés. Certains chercheurs ont proposé que cette croyance cruelle soit le résultat d'un manque de compréhension à l'égard des nourrissons atteints de maladies, de troubles ou de problèmes de développement inexpliqués. Mince, c'était une époque vraiment cruelle. Boire de l'or était un remède contre le vieillissement. De nos jours, il existe toutes sortes de crèmes et de sérums spécialement conçus pour lutter contre le vieillissement. Mais dans la France du XVIe siècle, il existait une alternative bien plus mortelle: boire de l'or. Bien sûr, cette cure n'était pas accessible à tous et était surtout réservée aux personnes de la noblesse. Un membre de la cour royale et la maîtresse royale du roi Henri II, Diane de Poitiers, buvaient quotidiennement un tonique de chlorure d'or mélangé à de l'éther diéthylique. 6 mois sa mort, avant l'âge de 66 ans, en 1566, l'historien français Brantôme a noté que Diane de Poitiers semblait sans âge et a écrit « Je crois que si cette dame avait vécu 100 ans de plus, elle n'aurait pas vieilli. » Du visage si bien composé qu'il était. Les pouvoirs de guérison de l'or avaient été vantés bien avant que de Poitiers ne le découvre. L'auteur romain Pline l'Ancien a suggéré qu'il s'agissait d'un onguent pour les verrues et les ulcères, tandis que les Égyptiens de l'Antiquité ne juraient que par l'eau d'or comme remède contre le vieillissement. L'idée venait du fait que l'or ne se corrodait pas, ce qui laissait entendre que les gens pouvaient jouir d'une longévité similaire en le consommant. Lorsqu'un alchimiste a découvert comment dissoudre de l'or solide dans un liquide à l'époque médiévale vers le XVIe siècle,
On en a fait la publicité comme d'un remède universel pour tout, de l'épilepsie à la manie. Mais ce n'est que des siècles plus tard que des gens ont réalisé que boire de l'or pouvait être fatal. En fait, lorsque le corps de Madame de Poitiers a été exhumé, des chercheurs ont analysé ses cheveux et ont conclu qu'elle était probablement morte d'une intoxication chronique due à sa longue habitude de boire de l'or. Continuez à chercher la fontaine de jouvence éternelle. Nous avons tous cru des choses assez folles quand nous étions enfants. J'avais l'habitude de penser que je finirais avec une pastèque entière dans mon ventre si j'avalais accidentellement un pépin de pastèque. Quelle est la chose la plus folle à laquelle vous avez cru quand vous étiez enfant? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Certains animaux naissent spontanément. De nos jours, la naissance et la reproduction des animaux font partie de nos connaissances de base. Mais nos ancêtres n'ont jamais pu comprendre comment certaines créatures sont arrivées sur Terre. Au XVIIe siècle, le médecin et chimiste Jean-Baptiste von Helmont a mis au point une recette maison pour créer des souris. Il suffisait d'une chemise souillée et d'un peu de blé. Placer la chemise à l'ouverture d'un bocal contenant des graines de blé et selon Helmont, la réaction du levain de la chemise avec les émanations de blé transformera après environ 21 jours le blé en souris. Cela semble légitime. Une recette similaire pour créer des scorpions consistait à creuser une entaille dans une brique et à la remplir de basilic. Ensuite, on recouvre cette brique avec un autre et on place le sandwich bizarre au soleil. En quelques jours seulement, les vapeurs du basilic agissant comme un agent de départ auront transformé la matière végétale en véritable scorpion. Ces recettes peuvent sembler totalement farfelues, mais elles sont le fruit de quelques 2000 ans de croyances erronées en la génération spontanée. En Occident, cette théorie remonte à Aristote, qui affirmait que certains animaux émergeaient de la terre ou de la matière végétale en putréfaction. Cette théorie a été largement acceptée en Europe et dans le monde arabe pendant les 2 millénaires suivants. Même les plus grands esprits de la Renaissance et du siècle des Lumières, dont Isaac Newton, y croyaient. Cette théorie a perduré jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à ce que Louis Pasteur, le maître des microbes, l'écrase pour de bon. Pasteur a plaidé en faveur de la théorie des germes, qui prouve que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir la vie microscopique qu'elle n'existe pas du tout. Réjouissons-nous que les souris et les scorpions n'apparaissent pas comme par enchantement. Les roux se transformeraient en vampires après la mort. Ouais, les roux n'ont jamais eu la vie facile. Aujourd'hui, les roux du monde entier adoptent leur couleur de cheveux naturelle. Mais à l'époque, il n'y avait pas que les brutes de la cour de récréation à craindre quand on affichait ces cheveux non conventionnels. Les Grecs anciens pensaient que les roux se transformeraient certainement en vampires après leur mort. Pour éviter que des masses de roux ne sortent de leur tombe et ne s'en prennent à eux avec une soif de sang inextinguible, ils brûlaient leur corps pour s'assurer que la mort voulait vraiment dire mort. Ouais, sauvage. Le fait est que cette croyance était plutôt ironique, car Achille, Hélène de Troie et Aphrodite, quelques-uns des personnages les plus importants de la mythologie grecque, étaient tous réputés pour avoir des cheveux roux dans les textes comme l'Iliade d'Homère. Et les Grecs n'étaient pas les seuls à détester les rouquins. Les Égyptiens croyaient également que les roux portaient malheur et devaient donc être sacrifiés pour éradiquer le mauvais gris-gris. Dans ce cas, cela signifiait être enterré vivant. La perception des roux a fluctué au fil du temps. Mais on peut supposer que les roux attiraient beaucoup l'attention dans l'Antiquité, simplement parce qu'ils étaient plus difficiles à trouver et étaient donc différents. En règle générale, la différence était synonyme de mal à l'époque, d'où l'existence du mythe. Bien qu'aucun rouquin n'ait refait surface en tant que vampire, à moins que vous ne comptiez Victoria dans Twilight. Il est vrai que les roux doivent être plus prudents face au soleil, car le pigment phéomélanine, présent dans les cheveux roux, les rend plus sensibles au mélanome. À tous les roux, la prochaine fois que quelqu'un déteste vos cheveux, dites-lui que vous lui viderez de son sang dans l'au-delà. Nos yeux émettent des faisceaux lumineux invisibles. La vue est une chose complexe. Elle est si complexe qu'à l'époque, les gens croyaient vraiment que nous étions capables de voir uniquement parce que nos yeux émettaient des rayons lumineux invisibles. On pourrait croire que seul un super-héros est capable de faire cela. Mais selon le philosophe grec antique Platon, les faisceaux oculaires sont responsables de la vue humaine. Ces faisceaux lumineux invisibles rebondissent sur les objets qu'ils touchent, renvoyant des informations au cerveau et nous renseignant sur ce que nous voyons. Cette théorie était connue sous le nom de théorie de l'émission, qui a depuis été remplacée par la théorie de l'intromission, qui explique plutôt notre capacité à interpréter le monde qui nous entoure en utilisant la lumière du spectre visible. Dans ce cas, la lumière est en fait réfléchie par les objets de l'environnement et revient dans nos yeux plutôt que l'inverse. Cela peut sembler ridicule, mais l'histoire témoigne de l'existence de cette notion de faisceau oculaire.
Par exemple, la coutume du salut viendrait de l'habitude qu'avaient les soldats grecs de porter leurs mains à leur visage pour ombrager leurs yeux de la puissante lumière émise par les yeux de leur commandant. On pensait également que la lumière des yeux de certains animaux, comme les chats, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont des yeux très réfléchissants, pouvait même être vue dans l'obscurité. Lorsque deux personnes se regardaient, la croyance voulait que leurs faisceaux oculaires se tordent l'un l'autre, ce qui est une pensée plutôt inconfortable si vous voulez mon avis. Au fil des siècles et de l'amélioration de notre compréhension de la structure de l'œil humain, la théorie des émissions a disparu. Mais elle semble avoir été remise au goût du jour en tant qu'aspect des capacités monstrueuses des surhommes dans la pop culture. Il suffit de regarder Cyclope dans X-Men. Il y avait un taureau avec du fès acide. Les bestiaires et les contes médiévaux présentent de nombreuses créatures invraisemblables auxquelles les gens croyaient réellement. Mais aucune n'est aussi bizarre que la Bonasson. À première vue, il n'a pas l'air trop terrifiant, c'est un taureau sauvage de taille normale avec des cornes inversées. Mais il avait un tour particulièrement méchant dans sa manche, ou je devrais-je dire, sous sa queue. Les cornes de la créature étaient pratiquement inutiles au combat. Le Bonasson projetait un jet de fesses acide sur ses attaquants, qui les brûlait suffisamment pour qu'ils puissent s'échapper. La première référence connue à cette bête antique se trouve dans l'histoire naturelle de la Pline l'Ancien, où il décrit comme se trouvant dans la région de Péonie, ce qui correspond aujourd'hui à la partie nord de la Grèce et à la Bulgarie occidentale. La croyance dans le Bonasson est devenue si populaire à l'époque médiévale qu'elle a été incluse dans de nombreux bestiaires, dont l'un, le bestiaire d'Aberdeen, indique que la chaleur de l'excrément de la créature est si forte qu'elle met le feu à tout ce qu'elle rencontre. Bien sûr, il n'y a aucune preuve de l'existence du Bonasson, mais il est important de se rappeler qu'il était extrêmement difficile de voyager sur de longues distances au Moyen-Âge, de sorte que la plupart des gens devaient se fier au rapport de ceux qui avaient les moyens de le faire. Il n'y avait donc aucun moyen de savoir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, à moins de le voir par soi-même. C'est une bonne chose que ce taureau de caca flamboyant se soit avéré n'être rien d'autre qu'un fantasme. Les agneaux poussent sur les arbres. Il existe de nombreux cas où un voyageur, incapable de raconter correctement ce qu'il a vu des descriptions imprécises acceptées comme des faits. Mais aucun n'est aussi impressionnant que la croyance que les agneaux poussaient sur les arbres. Selon une ancienne légende, il existait dans les forêts d'Asie centrale, anciennement connue sous le nom de Tartarie, une plante mystérieuse connue sous le nom d'agneau végétal de Tartarie. Au lieu de porter des fruits, au sommet de cette longue tige oscillante dépassant du sol se trouvait un agneau bélant, grandeur nature, qui planait à quelques mètres du sol. Cela peut sembler ridicule, mais l'agneau végétal de Tartarie apparaît dans d'anciens textes hébreux, dans les littératures médiévales et même dans la poésie, la philosophie et les réflexions scientifiques de la Renaissance. L'un des premiers à faire état de cette plante mythique est Sir John Mandeville, qui fait référence dans ses récits du voyage en Tartarie. Dans l'anatomie imaginée par Mandeville, la plante se ramifie en plusieurs gousses de graines d'où jaillissaient les agneaux nouveau-nés. Dans une autre variante, chaque agneau planait au-dessus du sol sur une tige flexible qui lui permettait de mâcher l'herbe en dessous. Une fois que toute la végétation à portée de main avait été mangée, l'agneau plante mourait. Les agneaux étaient particulièrement vulnérables aux loups, mais si un humain pouvait s'en procurer un en coupant les tiges avec un arc et une flèche, il était considéré comme un mets délicat. Les réflexions de Mandeville sur l'agneau ailier étaient prises très au sérieux dans l'Angleterre médiévale. Mais comment ce mythe est-il réellement né ? Les Grecs de l'Antiquité décrivaient la plante du coton importé d'Inde comme la toison de l'arbre. Entre-temps, l'amiral d'Alexandre le Grand écrira plus tard qu'il y avait en Inde des arbres portant des flocons ou des grappes de laine. Ainsi, tout s'est déroulé comme un long jeu de chuchotement chinois, jusqu'à ce que les gens reprennent leurs esprits en réalisant que non, les agneaux ne poussaient pas sur les arbres après tout. Le continent oublié. On peut penser que nous avons une bonne connaissance du monde et de sa masse continentale, mais au milieu du 19e siècle, tout a été remis en question par l'idée que les humains avaient en quelque sorte oublié un continent entier appelé Mu. Vous vous dites probablement, où pourrait se trouver ce continent mythique ? Eh bien, selon ceux qui ont accepté son existence, il serait situé à peu près ici. La théorie a été proposée pour la première fois à la fin des années 1800 par un archéologue enthousiaste, mais totalement erroné, nommé Auguste le Plongeon. Il a écrit un traité affirmant que la civilisation maya était en fait née sur le continent perdu, autrefois peuplé par une ancienne civilisation, mais que celui-ci avait sombré dans l'océan Atlantique depuis un certain temps. Le Plongeon affirmait également que la civilisation égyptienne avait été fondée par la reine Mu,
une réfugiée de la disparition du pays, tandis que d'autres réfugiés avaient fui en Amérique centrale et étaient devenus les Mayas. À sa mort en 1908, l'écrivain britannique James Churchward a continué à colporter le mythe en affirmant qu'il avait trouvé en Inde un tas de tablettes d'argile contenant des écrits dans une langue perdue que seul lui et 2 autres personnes pouvaient lire. Selon Churchward, la civilisation de Mu a prospéré entre 50 000 et 12 000 ans, et à l'époque de sa disparition, le continent comptait 64 millions d'habitants. De nombreuses personnes ont cru en Mu au fil des ans, mais les archéologues, les scientifiques et les géologues ont vigoureusement nié son existence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Churchward a affirmé qu'un supervolcan avait essentiellement sonné la fin de Mu, mais selon la théorie de la tectonique des plaques, il est impossible qu'un continent entier s'enfonce dans ce laps de temps. Même changer de forme d'un continent, comme la Pangée s'est séparée, prendrait des millions d'années. Et si Mu avait vraiment existé, alors pourquoi n'y a-t-il aucune preuve au fond de l'océan? C'est une idée amusante, mais j'ai peur de dire que Mu est un tas de vieilles conneries. Les lavements au tabac étaient un truc. Vers 1774, les docteurs William Howes et Thomas Cogan de Londres ont créé ce qui allait devenir la Royal Humane Society. Au cours du XVIIIe siècle, cette société encourageait le sauvetage des personnes qui se noyaient et versait 4 guinées à toute personne qui parvenait à ramener une victime de la noyade à la vie. À peu près à la même époque, le tabac avait été importé en Angleterre depuis la Virginie. Il était mâché, inhalé, fumé dans une pipe en terre et, bizarrement, soufflé dans l'anus des gens. Les Premières Nations américaines avaient été les premières à utiliser les lavements au tabac en médecine, et lorsque la nouvelle a traversé l'océan, les assistants médicaux bénévoles de la société ont décidé d'utiliser cette procédure pour traiter les citoyens londoniens à moitié noyés qui avaient été repêchés dans la Tamise. Le procédé consistait à insérer un tube à lavement muni d'embouts en caoutchouc dans la victime et à y insuffler de la fumée. On pensait ainsi réchauffer la personne noyée tout en stimulant sa respiration. Mais bien sûr, tout cela n'avait aucun sens. Néanmoins, cette méthode est devenue une mode chez les médecins européens, tout comme les saignées. Bientôt, le traitement était utilisé pour les maux de tête, les insuffisances respiratoires, les rhumes, les hernies, les crampes abdominales et plus tard même pour la fièvre typhoïde et les épidémies de choléra. En plus d'être totalement inutiles, les lavements au tabac pouvaient également avoir des conséquences désastreuses pour le fumeur. Si le praticien inhalait accidentellement, au lieu de souffler pendant une quinte de toux, il risquait d'avaler certaines des particules de choléra. Miam miam. Et ce n'est qu'en 1811, lorsque le scientifique anglais Ben Brody a découvert que la nicotine était toxique pour le cœur, que les lavements au tabac sont passés de mode. Et c'est là, mes amis, que vient l'expression « se faire fumer les fesses ». La saignée était un remède efficace. À une époque moins informée, les gens étaient prêts à essayer toutes sortes de remèdes farfelus pour soigner leurs maux. Il y a environ 3000 ans, les Égyptiens ont inventé une pratique connue sous le nom de saignée, qui a été poursuivie par les Grecs et les Romains de l'Antiquité avant de se répandre en Europe au Moyen-Âge. En fait, ce remède plutôt macabre, qui consistait à appliquer des sangsues sur le corps d'une personne pour la vider de son sang, était une industrie florissante jusqu'au XIXe siècle. L'idée semble plutôt dégoûtante, mais elle découle de l'idée que le corps, selon Hippocrate, était composé de 4 humeurs. Le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Être malade signifiait avoir un déséquilibre entre ces 4 humeurs, et le traitement consistait donc à éliminer une quantité d'humeur excessive par divers moyens, dont la saignée. Mais même lorsque la croyance des 4 humeurs s'est estompée au 2e millénaire, la saignée est restée populaire. La chirurgie est encore une pratique rudimentaire, les gens se tournaient vers l'église pour obtenir une aide médicale, jusqu'à ce qu'en 1163, un édit de l'église interdise aux moines et aux prêtres de pratiquer la saignée. Les gens se sont alors tournés vers une aide improbable, les barbiers. À l'époque, les barbiers remplissaient de nombreuses fonctions, notamment des opérations chirurgicales mineures, des soins dentaires et l'administration de sangsues. Le barbier enduisait la partie du corps désirée d'eau sucrée, de lait ou de sang pour inciter les sangsues à commencer à sucer, et chaque patient pouvait avoir jusqu'à 100 sangsues à la fois. Heureusement, les médecins ont commencé à dénoncer l'efficacité de cette pratique dans les années 1900. Alors inutile de vous rendre à l'étang local la prochaine fois que vous vous sentez un petit peu mal. Le corps des femmes n'a pas été conçu pour supporter les voyages en train. Les préoccupations concernant les déplacements du point A au point B existent depuis que les humains ont appris à marcher. Mais rien n'était aussi terrifiant que ces nouvelles locomotives qu'ils appelaient trains, surtout si vous étiez une femme. Lorsque les premières locomotives à vapeur du monde ont été développées au début des années 1800,
les hommes ont craint que leur vitesse immense, avec une vitesse maximale de 80 km/h, soit si extrême qu'elle ferait s'envoler l'utérus d'une femme. En 1898, un médecin berlinois a même écrit que les mouvements violents du corps peuvent provoquer un changement de position et un relâchement de l'utérus, ce qui allait à l'encontre du véritable but de la femme dans la vie, c'est-à-dire la mise au monde d'enfants forts. Aux femmes qui regardaient ça, sentez-vous libre de prendre vos fourches maintenant. Évidemment, aucun cas ne s'est produit et le mythe de l'utérus volant a disparu assez rapidement. Mais cette peur irrationnelle des déplacements féminins ne s'est pas arrêtée aux locomotives. Lorsque les automobiles ont gagné du terrain au début des années 1900, elles ont été considérées comme tout aussi maléfiques et dangereuses. Il n'y avait pas de panneaux stop, de panneaux d'avertissement, de feux de circulation, de cours de conduite, de lampadaires ou de feux de freinage, de permis de conduire ou de limites de vitesse affichées. Les gens n'avaient pas encore compris les virages à gauche et l'alcool au volant. Ce n'était même pas considéré comme un crime grave. Conduire une voiture bruyante et erratique, surnommée voiture du diable, était une sorte de sport extrême. C'est pourquoi elle n'était pas considérée comme adaptée aux femmes délicates et fragiles, car elles ne pouvaient pas se contrôler à l'intérieur du véhicule. Mais les réactions de peur face aux nouvelles technologies ne datent pas d'hier. De nos jours, certaines de nos plus grandes inquiétudes quant au danger des transports concernent des choses comme le piratage de notre GPS qui nous conduirait dans un lac. Mais au moins, nous savons que les trains ne cherchent pas à s'attaquer à l'ensemble de la jante féminine. Il y avait de petites personnes dans le sperme. Les oiseaux et les abeilles ont toujours été un sujet délicat, mais au XVIIe et XVIIIe siècle, les scientifiques pensaient avoir tout compris. C'était simple en fait. À l'intérieur de chaque spermatozoïde se trouvait un tout petit homme qui grandissait ensuite pour devenir un homme ou une femme beaucoup plus grand. Cette théorie, connue sous le nom de préformationnisme, reposait sur une logique particulière. À l'époque, personne ne savait vraiment comment les bébés se formaient. Les gens ont accepté l'aide de la préformation parce qu'elle avait un sens logique et mécanique. Il y avait des personnes minuscules dans le sperme et ces personnes minuscules avaient aussi des personnes minuscules dans leur sperme, comme les poupées russes reproductives. La théorie concurrent l'épigénèse affirmait que ni le sperme ni l'ovule n'étaient indépendamment vivants, mais que d'une manière ou d'une autre, au cours de la grossesse, ils acquéraient une essence vitale qui créait un être humain. Bien sûr, cette théorie n'était pas si éloignée de la vérité. Mais les gens préféraient de loin l'idée beaucoup plus simple, selon laquelle les copies existantes étaient simplement agrandies dans les bonnes conditions. Antoine Volowinoek, le père de la microbiologie, fut l'un des premiers hommes à observer le sperme au microscope. Il rapporta que dans certaines cellules individuelles se trouvaient de minuscules individus repliés. Ces dessins et descriptions de ces petits-enfants ont servi d'argument aux performationnistes pendant près d'un siècle. Mais au fur et à mesure que les gens ont pu faire des observations plus précises par des spermatozoïdes, des ovules et des embryons d'animaux, une chose est devenue claire. Il n'y a pas de petits hommes dans le sperme. Laquelle de ces croyances farfelues vous a le plus surpris ou amusé? Si vous avez soif de faits historiques, pourquoi ne pas regarder la vidéo suivante qui traite de tous les mensonges que les livres d'histoire vous ont racontés? Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.